La conception qu'une société a du masculin et du féminin est un construit historique et social. On l'a vu pendant ces 3 journées. Ce n'est pas une donnée naturelle. Et maintenant, la question qui se pose à nous, c'est celle de notre pouvoir d'agir. Comment nous, actrices, acteurs éducatifs, dans nos collectivités, dans nos organisations, dans nos vies quotidiennes même, nous pouvons œuvrer pour une éducation qui soit émancipatrice, qui soit inclusive, sans distinction de genre, en acceptant nos individualités, nos différences, nos particularités, dans une mixité libre et assumée. Pour cela, nous avons proposé à plusieurs intervenants de nous accompagner dans une conclusion qui sera certes provisoire, mais qui, nous l'espérons, permettra à toutes et tous d'être vraiment acteurs et actrices au quotidien de ce pouvoir d'agir pour l'égalité des genres dans les territoires. Nous allons entendre Béatrice Bellocchi. Nous avons respecté un ordre alphabétique. Il n'y a aucune préséance, qui est maire adjointe chargée de l'éducation et de l'égalité femmes-hommes dans la ville de Massy, ce qui est une particularité. Véronique Soulier, qui est présidente de l'association Estime. Éric Verdier, que vous avez rencontré aussi, ainsi que Véronique peut-être hier, président de l'association Estime. Et nous avons souhaité, pardon, psychologue communautaire, excuse-moi Éric, désolée, lendemain de fête. Et nous convoquerons également le témoignage de Natacha Torisson que vous avez croisé déjà et qui nous apportera différentes pistes et perspectives pour aller plus loin. Cécile. Alors, pour démarrer cette table ronde, nous aimerions que chacune d'entre vous puisse s'exprimer sur ce qui lui semble fondamental de partager sur cette question de l'identité de genre. Vos approches complémentaires nous semblent essentielles, c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça qu'on vous a contacté, pour conduire notre action collective sur nos territoires. C'est pourquoi je vais demander d'abord à Véronique Soulier de l'association Estime, puis à Éric et enfin à Béatrice de s'exprimer sur ce point. Je vais essayer de respecter un petit peu, un peu moins de 10 minutes pour que Natacha, tu aies le temps après. Merci déjà de m'avoir invité. Moi, je suis ravi d'avoir vécu ces 3 jours avec vous, puisque je suis là depuis le début. Alors, ça va être un petit peu compliqué de parler de l'alliance du masculin sensible et du féminin libre, parce que j'avais prévu de vous dire comme étant central par rapport à cette présentation, parce que après la prestation de la belle boîte qui m'a fait beaucoup rire, du coup, j'ai un peu de mal à l'amener comme je voulais l'amener, mais c'est pourtant essentiel. J'appelle ça l'antidote, moi. Donc, je vais peut-être aussi parler rapidement, comme l'a fait Véronique, un petit peu de quelle place je vous parle. Donc, je suis psychologue communautaire. Je travaille pour une association qui s'appelle la CEDAP, qui est basée à Dijon, et je gère un programme national, enfin plusieurs programmes nationaux. On est présent dans 12 rectorats aujourd'hui, qui s'appelle Sentinelle et Référents et qui permet de former conjointement des jeunes et des adultes. Je vais y revenir après, c'est un des points clés que je voulais développer, aux questions de, alors pas simplement de harcèlement, mais aussi aux questions de violence. Notre dernier bouquin s'appelle Violence et justice restaurative à l'école, que j'ai co-dirigé avec un ami qui est chef d'établissement, ce qui donne un petit peu l'illustration aussi de comment on aborde la question de la violence avec la justice restaurative. Et donc l'idée, c'est de mettre tout le monde ensemble dans une même formation, en partant du principe que, et ça c'est vraiment le cœur de la psychologie communautaire, l'expert c'est l'autre. Mais l'expert, c'est pas l'autre uniquement individuellement, l'expert c'est l'autre collectivement. Le communautarisme, c'est l'échec du communautaire. Le communautaire, c'est sa réussite. Et puis il y a un deuxième point aussi qui est lié, que je vais un petit peu redévelopper après, et que vous allez voir le lien avec les questions de sexe, de genre et de sexualité, c'est que pour beaucoup de ces questions-là, c'est celle qui nous intéresse là, depuis, pendant ces 3 jours, c'est le groupe qui a blessé. Que ce soit dans l'enfance, dans l'adolescence, à l'âge adulte, quand on est même aussi beaucoup plus âgé, on retrouve tout le temps, en permanence, des blessures groupales, des humiliations groupales qui ont à voir avec, comme l'a dit Véronique, la question de la différence. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire différence? Si je vous demandais, mesdames et mesdames, comme dit Jamel Debbouze, j'adore quand il dit ça, surtout quand il y a surtout des hommes, je demandais à la personne la plus différente de cette assistance de se lever. Ça n'a aucun sens. Alors des fois, il y en a qui se lèvent, mais
Alors, j'ai demandé à la personne la plus normale de ce groupe de se lever. Ça n'a aussi aucun sens. Et pourtant, c'est comme ça que ces blessures arrivent, avec des questions de normes et des questions de différence. L'autre point que je voudrais développer, c'est que je fais aussi partie d'une autre association qui s'appelle Et les Pairs et qui permet d'accompagner et de former des professionnels sur l'inclusion, et non pas l'intégration, l'inclusion des pairs dans tout ce qui va concerner la petite enfance, l'enfance, l'adolescence. Et on sait que c'est un vrai enjeu, ça, aujourd'hui. CF l'atelier, pour ceux qui y ont participé hier. Cette question du masculin, elle est centrale. Et je vais revenir à l'alliance du masculin sensible et du féminin libre. Alors pourquoi cette alliance? Parce qu'en fait, heureusement, il y a des avancées. Alors il y a aussi des moments où on est inquiet et ça recule, hein, et on voit que ça n'a pas gagné toutes les couches de la société de la même manière. Mais il y a d'avancées très très fortes sur la question du féminin libre. Et on va dire plus ou moins, évidemment, suivant les pays, mais à l'échelle de la planète. Et c'est au moins un siècle d'histoire. Sur la question du masculin sensible, c'est beaucoup plus récent. L'hominisme, il a facilement un siècle de retard par rapport au féminisme. Et pourtant, c'est son allié. On ne peut pas avancer d'un côté si on n'avance pas de l'autre. Et très concrètement, ça veut dire, je vais vous donner une illustration peut-être de cela, mais évidemment, on pourrait peut-être après plus tard y revenir. Je me suis rendu compte que lors de la première recherche d'action que j'ai menée sur les phénomènes de bouc émissaire, c'était en 2003, la Ligue des droits de l'homme, je me suis rendu compte que les jeunes qui avaient été au bord du passage à l'acte suicidaire ou qui avaient fait un passage à l'acte suicidaire, pour les filles, c'était essentiellement sur leur liberté qu'elle avait été attaquée, sur les garçons, sur leur sensibilité, ça je l'avais compris. Mais ce que je n'avais pas vu au démarrage, et qu'on a découvert au bout de 3 ans de recherche-action, qui a été un des 33 résultats d'ailleurs, c'est que ces filles ont survécu grâce à des garçons sensibles. Ces filles libres qui avaient été humiliées ont survécu grâce à au moins un garçon sensible qui lui a tendu la main et qui n'est pas venu pour la pécho, qui n'est pas venu pour l'humilier, pour lui dire t'es, et je veux dire l'insulte, t'es une pute ou une salope. Et c'était vrai de l'autre côté aussi. C'est que les garçons sensibles qui avaient été traités de pédés alors qu'ils ne l'étaient pas, pour la plupart d'entre eux, mais c'est l'insulte suprême, hein, c'est l'équivalent de pute salope, on l'a vu à plusieurs reprises dans le colloque, et ben ces garçons-là, ils ont pu survivre, et je parle bien de survie, hein, parce que des filles libres leur ont tendu la main. Elles leur ont dit, un peu comme une tigresse, si vous voulez, voilà, ça fait référence aussi à des choses qui étaient un peu humoristiques tout à l'heure, ben, je suis là, tu as le droit d'être, tu n'es pas féminin, ou si tu l'es, peu importe, on s'en fiche, mais en tout cas, ta sensibilité, elle t'appartient et tu restes un être humain. Et pour terminer, c'est ça, on doit approcher des 8 minutes. La dernière chose que je voulais dire par rapport à ma présentation, qui me paraît les messages importants, c'est que finalement, quand on part de ce changement de paradigme, on va dire, qu'on met en place autant dans l'éducation populaire que dans la psychologie communautaire, c'est qu'il faut passer du nous-eux au nous. Et qu'à partir du moment où vous excluez, malgré vous, tel type de professionnel, j'ai adoré les sketchs là, ils sont vraiment superbes, tel type de professionnel qu'on n'inclut pas en fait, mais c'est aussi comment est-ce qu'on peut inclure les parents, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que tout le monde soit associé dans un même mouvement, on passe du nous-eux au nous. Et ça veut dire que pour nous, en tant que professionnels, c'est pouvoir aussi se décentrer de sa posture professionnelle et d'être là en tant que qui on est, quel que soit le genre qu'on s'attribue, en tant que parent aussi, en tant que papa, en tant que maman, etc. Donc je pense que cette question de passer du nous au nous, il se fait à partir, pour inclure, d'un décentrage de notre part à nous. Les représentations sociales évoluent. Pour autant, comment inscrire ces évolutions et prises de conscience dans la durée et dépasser les actions de communication et d'information ponctuelles pour accompagner la formation individuelle et collective, dépasser l'urgence et les injonctions pour transformer durablement et globalement nos représentations. Et cette fois, nous allons proposer à Éric de commencer. Il sera suivi par Béatrice qui interviendra, puis par Véronique. Alors j'ai un petit... Excusez-moi. Avec un diapo... J'ai un petit signal singulier à faire pour donner l'indication. Je vais vous le faire parce qu'on s'est mis. Merci. Alors, donc je vais essayer de vous présenter en moins de 10 minutes 2 schémas théoriques qui me sont très utiles, hein, et que j'ai co-construits avec des jeunes, avec des professionnels, avec des parents. Donc ça remonte à 20 ans ce schéma, il m'est encore très utile aujourd'hui. Et il présente ce qu'on appelle, nous, le phénomène de bouc émissaire. Alors pourquoi bouc émissaire plutôt que harceler ou violenter? Parce qu'en fait, ça implique un regard particulier sur les normes sociales, ça implique un regard particulier sur comment est-ce qu'on peut mettre quelqu'un à l'écart pour rire,
ou le mettre à l'écart, sans violence, tout simplement l'ignorer. Autrement dit, dès que quelqu'un, première caractéristique, est rejeté par les normes, vous avez vu que les deux se tournent le dos parce que pour le coup, il n'y a pas encore d'alliance entre le masculin sensible et féminine, on verra dans la diapo suivante, et que son seul choix, en fait, ce n'est pas un choix, c'est une absence de choix, est de se soumettre en allant jusqu'à la paralysie, pour ne pas montrer que ce qu'il ou elle est en train de vivre est juste insupportable, hein, est en train de le déshumaniser, est en train de l'objectiser, eh bien nous, on parle de posture de bouc émissaire. Et pour comprendre cette posture-là, il faut pouvoir éclairer les deux autres. Et elles sont toujours présentes. Ce triangle, nous, on l'appelle le triangle de l'abus, le triangle de la peur et le triangle de la méfiance. Je vais l'expliquer pourquoi. Il y a une deuxième posture qui est, je dirais, relativement connue, c'est celle de l'agresseur, de l'auteur, qui peut être point E, hein, éventuellement, puisque ça peut être autant un homme qu'une femme, un garçon qu'une fille. C'est vraiment très très large, cette posture-là, c'est une posture humaine. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette posture-là? Nous, on l'appelle la posture perverse, au sens de prendre du plaisir, de jouir de l'abus qu'on exerce sur la vulnérabilité de l'autre. 3 conditions. 1, il est plus vulnérable que moi, il ne peut pas se défendre, ou elle est plus vulnérable. 2, je peux en abuser en toute quiétude. 3, j'en ai une jouissance. Et attention, jouissance, ça ne veut pas dire plaisir. Jouissance, ça veut dire en retirer un bénéfice, en termes de pouvoir, en termes de domination, en termes de biens matériels, en termes de statut, etc., etc. Autrement dit, j'ai un bénéfice que l'autre n'aura pas. Ça, ce n'est pas possible si on n'utilise pas les normes. Il faut pouvoir duper les normes. Et d'ailleurs, la jouissance vient de cette duperie des normes. C'est la deuxième posture. Rapidement, donc, je viens de l'introduire, la posture perverse, et les mots ont un sens. Troisième posture, elle est fondamentale, celle-là, et nous, c'est sur celle-là qu'on va le plus agir, puisque dans ta question, Marie-Christine, il y avait comment on peut changer les choses à long terme. Si on n'agit pas sur les normes, eh ben, ça va se reproduire. Et même parfois, ce sera pire que mieux. Mais quelle est la partie des normes sur laquelle on va agir? Ben, la partie pathologique. On appelle ça la normopathie. Normopath, pathologie de la norme. À l'Andev, tout le monde se tutoie. Moi, ça me va bien, parce que je suis marseillais, ça ne s'entend pas. Et puis, tutoiement, j'adore ça. J'ai beaucoup de mal à rester dans le vouvoiement parce que j'aime l'horizontalité. Sauf que, si un parmi nous ou une parmi nous a une expérience douloureuse du tutoiement parce que dans son expérience professionnelle, par exemple, cette personne a été humiliée par un tutoiement alors que les autres étaient, vous voyez, cette personne l'a tutoyé pour la rabaisser, eh ben, ça veut dire que notre norme, elle n'est pas bonne. Autrement dit, une norme devient pathologique quand une personne en est victime. Quand il y a une personne qui devient bouc émissaire de cette norme et qu'en gros, on s'en fiche, qu'on ne veut pas voir ce qui se passe, qu'on n'est pas attentif à ce qui se passe pour cette personne et qu'elle est obligée de nous faire croire que ça ne lui fait rien pour pouvoir continuer à être, non pas inclus, mais intégré de force. Donc être normopathe, c'est être identifié aux normes coûte que coûte, et tant que ça me va bien à moi, ben tout va bien, mesdames et mesdames. Ben non, parce que si une personne en souffre, c'est que la norme elle est pathologique. Et la caractéristique qui s'oppose à soumission et attaque, c'est la fuite. C'est-à-dire que je vais me débrouiller si je suis normopathe, et c'est la majorité d'un groupe, hein, j'ai pas le temps de le développer, mais Milgram, plein de gens l'ont démontré, c'est la majorité d'un groupe, la normopathie, quand il y a un abus qui est exercé. On se réfugie soit derrière ce que font les autres, soit derrière l'autorité. Eh ben, c'est la fuite. Je trouve toujours un moyen de m'en sortir en expliquant par A plus B pourquoi. Ben non, je ne suis pas intervenu parce que ceci, parce que cela. Dernier point avant de passer au deuxième papillon. Fuite, attaque et soumission, ce sont les 3 réactions à la peur. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont bons à SVT, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai appris. Un animal, quand il est confronté à un danger, que ce soit un prédateur ou un feu de forêt, s'il a le temps, il fuit. S'il n'a pas le temps, il se soumet. On voit ça avec les chiens quand ils se rencontrent. Tous les animaux font ça, hein, je me soumets. Même parfois, je vais imiter que je suis mort, hein, comme les chèvres le font quand elles tombent de manière assez ridicule, les pattes en l'air. Et puis, si j'ai pas d'autre possibilité, même si j'ai des petites griffes et des petits dents, je vais attaquer. Et ben, quand on est face à ce triangle-là, on a beau être bac plus 47, on a beau être soi-disant super intelligent avec des gros guillemets, et ben, on est aux prises avec un phénomène qui est vieux comme le monde et comme notre animalité finalement qui est convoquée. C'est un truc qui s'apprend pas, c'est la peur. Et ben, on va chercher à dépasser cette peur. Autre papillon, s'il te plaît. Voilà. Alors, 2 minutes, ça va? Alors cette posture, là je pourrais en parler pendant 1 heure. Je l'adore. Elle est non seulement une posture qui permet de sortir de ce triangle infernal. Nous on l'appelle la posture rebelle. Vous avez vu que l'alliance du masculin sensible et du féminin est au centre. Alors, je vais pas tout commenter. Éventuellement, je sais pas si on peut l'envoyer ça ou voilà. Enfin bref, en tout cas, moi je laisse à disposition. C'est qu'en fait, être rebelle, c'est quoi? Eh ben, c'est avant tout refuser
d'être dans la soumission, refuser d'être dans la fuite et refuser d'être dans l'attaque. On appelle ça, nous, la règle des 3 non. Mais finalement, ce que ça dit de cette posture-là, c'est surtout, comme c'est très créatif, finalement, la posture rebelle, c'est surtout dépasser la peur, transformer la peur en autre chose. C'est, par exemple, s'approprier le stigmate. S'approprier le stigmate, c'est, et on en a beaucoup parlé dans nos histoires personnelles à table, ensuite on s'est retrouvés à plusieurs là, c'est finalement, oui c'est ça, les rebelles. En plus, oui, on était la table rebelle, mais c'est incroyable. Non mais attendez, bon, on a un peu galéré pour s'inscrire au début, mais et ben c'est qu'en fait, zut, j'ai perdu ce que je voulais dire. Voilà, s'approprier les stigmates, c'est qu'en fait, c'est ce qui se passe quand on est fier d'être insulté. Ou alors quand on est fier que quelqu'un de proche, nos parents, nos frères, nos sœurs, bref, parfois nos enfants nous ont rejetés, et qu'à un moment donné, ils reviennent vers nous et nous disent, tu sais, en fait, je me suis planté et je suis fier de toi. Je suis fier de ton combat, je suis fier de ce que tu as réussi à dépasser. C'est absolument fondamental dans la posture rebelle. Peut-être dernière chose, parce que j'en aurais tellement à dire, qui est fondamentale dans la posture rebelle, une dernière, hein, vous m'autorisez, une dernière, la der de der. C'est le seul qui changera la norme. Quand on est bouc émissaire, on ne la changera pas la norme, on la subit. Quand on est identifié aux normes, ben, évidemment, on ne la changera pas non plus, puisque la norme, c'est nous. Quand on a besoin des normes pour jouir et qu'on est en posture perverse, là non plus, on ne la changera pas. Le rebelle, c'est le seul qui dit, il y a une norme, il y a quelqu'un qui souffre de la norme, changeons-la. Eh bien, pour conclure, pourquoi est-ce que j'ai choisi ces 2 modèles? Eh bien, parce que tous les boucs émissaires que je rencontre depuis 20 ans ont été, à un moment donné, violés dans leur intimité sur des questions de sexe, de genre ou de sexualité. Quand on est bouc émissaire d'un groupe d'enfants, d'un groupe d'adolescents, d'un groupe d'adultes, c'est d'abord parce qu'on a été lâché par les pères de même sexe. C'est parce que les filles protègent pas la fille, qui est le premier facteur de protection chez les enfants et les ados. C'est parce que les garçons protègent pas le garçon, que ça les arrange bien, quelque part, que les filles s'en moquent, que ce jeune devient à un moment donné isolé, cet enfant, ce jeune, cet adulte. Donc, les questions de sexe, de genre et de sexualité, elles sont au cœur de tous ces phénomènes-là, même si on croit que c'est autre chose, parce que c'est de la grossophobie. Oui, mais si la grossophobie, ça vient pas toucher des questions de genre, je me demande bien ce qui vient les toucher. Voilà, grosso modo, pour le coup. Nous arrivons déjà bientôt au terme de ces échanges et nous voulons laisser le temps aux congressistes et grâce à vous, je pense qu'on aura le temps de réagir, de poursuivre ces échanges. Mais avant cela, dernière question, nous vous demandons très concrètement, très simplement, comment justement agir concrètement? Quelles sont les alertes ou mises en garde plutôt que les freins qui vous semblent importants de prendre en compte, mais aussi les leviers sur lesquels nous pouvons nous appuyer? Je demanderai à Béatrice de commencer. Véronique réagira peut-être derrière. Et puis, on laissera Éric finir sur du collectif, voire du communautaire. D'autant que je ne peux que paraphraser, parce que beaucoup de choses ont été dites, mais je trouve que c'est bien aussi de le dire de plein de façons différentes. Alors, je vais commencer par le masculin. Vous avez toutes les deux dit beaucoup de choses qui me paraissent essentielles. Pourquoi je voudrais revenir sur le masculin? Parce que je pense que, enfin, de mon point de vue, c'est pas uniquement celui de mes 2 associations, là où je suis salarié, là où je suis bénévole, mais je pense que c'est un point de vue sociétal et je pense que ça dépasse largement notre pays. C'est qu'on a trop tardé sur le masculin. Et ce serait aussi aberrant de dire que ce sont les femmes qui vont impulser le changement intérieur du masculin que de dire que le féminisme, c'est les hommes qui l'ont créé quand même, hein, parce que sans les hommes, ça n'aurait pas eu lieu. Ce serait aussi absurde. Et parfois, c'est ce que je vois. Je ne sais pas si vous me suivez. Messieurs, je m'adresse à vous. Je pense que c'est fondamental que non seulement on puisse s'impliquer partout, dans tous ces espaces où on va travailler sur les questions de genre. On a une place importante à prendre, et pas que auprès des garçons d'ailleurs. D'abord, il y a aussi des non-binaires. Hein. Les jeunes, parfois, on court derrière. Hein. C'est eux qui nous disaient « Oh, toi, ton schéma de pensée, il ne me va pas du tout. » Et dès le collège, hein, voire même parfois en fin de primaire, des fois, on se dit « Bon, ben, là, il me manque un petit peu de vocabulaire. » Je pense que c'est important d'aller les chercher aussi, les hommes. Et dans nos environnements, on en trouve. Et puis il y a des papas aussi. Voilà. En tout cas, il faut qu'il y ait des hommes qui puissent s'impliquer et qui puissent incarner, témoigner de ce que c'est que cette question du masculin sensible. Et on peut être en apparence viril et avoir un cœur gros. Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. Le masculin sensible, c'est pas les apanages de virilité, c'est comment on incarne sa masculinité.
Donc ça a été vraiment particulièrement bien développé par toi, je trouve, Véronique. Je te remercie parce que je pense que c'est vraiment fondamental. Et pour y arriver, je pense qu'il faut aussi l'autosupport masculin. Alors je vais m'expliquer. Et aussi l'autosupport de papa, l'autosupport paternel. Vous avez une longueur d'avance, une vraie longueur d'avance, même au niveau mondial, hein. Quels que soient les pays dans lesquels, vous le savez, en Iran, il y a que le petit boulon à serrer, on va dire, mais toutes les femmes au monde savent que quelque part des femmes se sont libérées. Je ne suis pas sûr qu'on ait cette chance-là, y compris dans notre propre pays. Beaucoup de garçons, beaucoup d'hommes l'ignorent, et nous l'ignorons vis-à-vis de nous-mêmes. On ignore que quand on demande, et CF l'atelier, à des hommes entre eux, qu'est-ce qui est important dans le fait d'être un homme, alors qu'ils sont tous pères, ils oublient de dire « je suis papa ». Et ils reconnaissent ensuite que si on leur enlève leur enfant, on leur enlève le sens de leur vie, en fait. Donc vous voyez, nous, on a une révolution intérieure à faire, et je pense qu'il y a besoin d'espaces non mixtes, mais inclusifs. Je m'explique. J'ai animé plusieurs espaces de parole pour des hommes, pour des pères, pour des jeunes hommes. J'adore ça, ça me fait du bien aussi à moi. Mais je me suis rendu compte que quand je le co-anime avec une femme, on ne parle pas pareil des femmes. Et je pense que c'est important d'inventer la non-mixité inclusive. C'est-à-dire, oui, il y a des besoins d'espace non mixtes, parce que je dois me reconnaître dans le regard de l'autosupport. C'est quoi l'autosupport? C'est de se dire que finalement, quand on est face à des choses qu'on n'arrive pas à nommer, quand on n'a pas la capacité de mettre des mots sur ses propres émotions, c'est aidant d'être avec d'autres qui sont déjà passés par là et qui ont un petit pas ou deux petits pas en avance par rapport à moi. L'exemple que je prends tout le temps, c'est des parents qui ont perdu un enfant. Il y a un moment donné où les seules personnes qui vont pouvoir entendre quoi que ce soit, même simplement dans le non-verbal, c'est d'autres parents qui ont perdu un enfant. Les autres, excusez-moi, je vais être vulgaire, mais qu'ils aillent se faire voir, quoi. Quand on est face à l'innommable, face à quelque chose qui fait qu'on est en très grande souffrance et qu'on n'a que la violence comme recours contre soi ou contre les autres, je ne sais pas si vous savez, mais les hommes se suicident 3 fois plus que les femmes, alors que les femmes font beaucoup plus de tentatives. Donc il y a une vraie souffrance au masculin qui est souvent peu entendue. Je pense qu'il y a besoin d'une reconstruction et qu'il n'y a pas que de la déconstruction sur le masculin. Il y a un grand travail de construction à faire et aussi l'héritage de plein de bonnes choses qui sont dans le masculin et qu'on ne voit plus parce qu'on a l'impression que tout est mauvais. Et ça doit passer par le masculin. Ensuite, je vais deuxième point, parce que j'ai prévu 2 points, ça va, sur le communautaire. Alors là, j'ai pas mal de choses à dire aussi, mais je vais essayer de résumer et ça va aussi paraphraser ce qui a été dit d'une certaine façon par Béatrice et par Véronique. C'est Béatrice, hein, c'est ça, je ne me trompe pas, Béatrice. Avec un Z, ouais, mais à l'espagnol, je ne sais pas comment on dit, mais Béatrice, voilà. Ouais. Il y a une acculturation communautaire à faire aussi dans notre pays, parce que... Comment? Ah oui. Ah oui, comment ai-je pu oublier Marie-Jo pendant les 10 minutes qui viennent de s'écouler? Je pense qu'il y a une acculturation communautaire à faire, et particulièrement dans notre pays. Moi, je me suis rendu compte, à chaque fois que je participais à des colloques francophones, qu'on était à la traîne et qu'on avait à la limite que Monaco derrière nous. Et que tous les autres pays francophones sont de tradition multiculturelle et qu'on a un vrai problème avec le communautaire. On ne l'a pas forcément individuellement, parce qu'on a pu, les uns et les autres, construire dans notre pratique, mais aussi dans notre vie, cette culture du communautaire. Mais ce n'est pas quelque chose qui est présent très, comment dire, institutionnellement, politiquement. On est dans une culture très descendante, très hiérarchisée, très clivée. Et je pense qu'il faut lutter contre ça de toutes ses forces. Quelques punchlines qui me semblent illustrer ça. Ce qui a été blessé par le groupe doit être réparé par une communauté. Si on ne répare pas des blessures groupales par un vécu communautaire, positif, constructif, avec des valeurs, avec le droit des singuliers, enfin voilà, avec plein de choses qu'on a évoquées depuis avant-hier, les enfants, les ados et même parfois les adultes exportent à vie que le groupe est menaçant. Donc on a besoin de réparer ça. Un autre punchline qui éclaire aussi ça, c'est que pour moi, dans mon travail sur le phénomène de bouc émissaire, d'ailleurs au passage, quand je parle d'acculturation communautaire, c'est que le message pour moi, c'est le bouc émissaire, les boucs émissaires, ce sont les symptômes, les premiers symptômes de dysfonctionnement d'un groupe humain qui se refuse à être une communauté, qui est dans la peur. Cherchez le bouc émissaire, vous aurez la clé. Il ne vous reste plus qu'à trouver la serrure et ouvrir la porte. La serrure, c'est les normopathes. Ouvrir la porte, c'est dégonfler la peur. Mais le point de départ, c'est qui est bouc émissaire? Qui est confisqué de parole? Qui n'est pas inclus? Tiens, qui c'est qu'on oublie? On fait une formation, on met en place un projet, eh ben, on n'a pas pensé à inclure cela, alors qu'en fait, c'est les premiers destinataires. Ou alors, c'est eux qui vont être au quotidien. Tiens, moi, j'ai beaucoup aimé le passage sur les ATSEM, mais c'est génial ce qu'ils ont illustré. On y pense à ces personnes, ce métier de merde, là, comme ça a été dit à un moment donné, bah oui, mais c'est des êtres humains, et ces êtres humains, ils ont un rôle juste énorme.
Et en plus, ils voient, ils entendent des choses, ils sont aux prises avec des phénomènes qu'on ne pourra pas dénouer s'ils ne sont pas inclus. Le destin naturel d'un bouc émissaire est de devenir pervers. Son destin humain est de devenir rebelle. On ne peut pas reprocher à un enfant, un adolescent, il y a des gamins qui me disent, moi, écoute, je comprends très bien ton schéma, mais moi, la seule façon de m'en sortir, c'est pas d'être un mouton, c'est pas d'être une victime, c'est de prendre le pouvoir et de dominer les autres. Sinon, je suis mort. Ils savent même pas que la posture rebelle, elle existe. Ils n'en ont jamais eu l'expérience. Ça, c'est notre rôle. Et pas que vous, hein, nous tous dans la société, tous ceux qui accompagnons ces enfants et ces jeunes, et évidemment les parents, c'est notre rôle fondamental. Et il n'y a que collectivement qu'on peut y arriver. Et puis, comment on fait quand on est face, et comme vous l'avez dit aussi, toutes les deux, je trouve de manière très claire, c'est que il faut aussi se rapprocher des personnes qui ont une expertise, entre guillemets, sur les sujets qui nous intéressent, sur lesquels on reconnaît, et c'est bien de le reconnaître, qu'on est un peu juste, quoi. La première expertise, c'est les personnes concernées. La première expertise, c'est pas le grand psy ou le grand sociologue. Voilà, ok, je dis pas que c'est inutile, hein, je veux pas cracher dans ma propre soupe, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais moi, sans les autres, enfin tout ce dont je vous parle, c'est une co-construction avec des personnes concernées. Et pas une personne concernée, c'est lui faire trop peser sur les épaules, avec de la communauté de personnes concernées. Et c'est là que ça bouge, parce que c'est comme ça qu'on arrive à mettre de l'humain. Par exemple, pour ceux qui étaient dans mon atelier hier, hein, sur la coparentalité, que j'ai co-animé avec Céline, j'ai adoré co-animer avec toi, je te le dis publiquement. C'était super, bon, voilà, c'était très fort en émotion. À un moment donné, on a passé une petite vidéo où c'est le premier père trans qui témoigne de son accouchement, du fait qu'il a, lui, été extrêmement privilégié, qu'il a été accompagné par des humains, par des magistrats humains, par les travailleurs sociaux humains, par la clinique des Lilas, qu'il appelle la transcernité, merci, des Lilas, par sa famille, par ses collègues, hein, il dirige un établissement médico-social, que ce n'est pas la chance de tout le monde. Et quand le journaliste lui dit « Oui, mais comment ça s'est passé? Parce que franchement, un homme qui accouche, vous êtes le premier en France, ça ne correspond pas tout à fait aux cases dans les formulaires, on est d'accord ?» Il a répondu « J'ai eu aucun problème parce qu'à chaque fois qu'on est tombé sur une case, c'est un humain qui m'a aidé. » En fait, c'est là-dessus qu'on doit aller. Et on a tous cette expertise-là. Peut-être vous n'avez pas tous et toutes, effectivement, comme tu le disais, Véronique, la connaissance, et il y a besoin d'aller se frotter aux personnes concernées. Mais en tant qu'être humain, vous l'avez. Collectivement, on l'a tous et toutes. En fait, c'est très universel, ces questions-là. Sauf que comme on n'y a jamais été confronté et qu'on a soi-même des cases qui parfois nous empêchent de nous penser nous-mêmes, on n'arrive pas à voir cette fenêtre d'Overton. Voilà, je crois que j'ai terminé. Ah oui, un dernier point sur les mots. C'est pas si important que ça. Désolé Béatrice, je vais dire un truc qui va peut-être te choquer. Il y a des gens qui n'utilisent pas le bon mot et qui en fait sont juste maladroits. Tu vois ce que je veux dire? Et attends, oui, mais attends, mais je voudrais dire un autre truc, oui, on peut en débattre après. Et c'est pas parce qu'on utilise les bons mots qu'on est rebelle. Vous voyez ce que je veux dire? Ça suffit pas. C'est qu'est-ce qu'on met derrière les mots. Et évidemment, c'est un apprentissage. Mais il ne faut pas être... il y avait un passage tout à l'heure dans le petit spectacle qu'il a montré. Bien sûr que ces mots, ils sont importants. Et les mots les plus importants, ce n'est pas les étiquettes qu'on colle sur les autres. C'est les mots que les personnes concernées nous demandent d'utiliser. Là, oui. Mais on a le droit à la maladresse, vous avez le droit de vous tromper. Et ce n'est pas parce que vous utilisez les bons mots, vous allez faire un super boulot. Ça ne suffit pas. Ce n'est pas que ça. Voilà, c'était là-dessus que je voulais conclure. Merci beaucoup à tous et chacun et toutes et chacune d'avoir respecté le temps qui nous laisse 20 minutes d'échange parce qu'on souhaiterait effectivement laisser le temps au grand témoignage de Natacha ensuite. Donc on va prendre plusieurs questions dans la salle, en bas comme en haut, et sans oublier peut-être une question, c'est doit-on provoquer ces questionnements chez les jeunes? Comment je vais formuler ça? En fait, on a beaucoup parlé de comment accompagner les enfants, les jeunes, les collègues, les équipes. Et je suis convaincue de tout ce qui vient d'être dit et d'accompagner le féminin, le masculin, toutes ces choses-là. Moi, je me questionne quand même sur, on accompagne ces enfants et en même temps, ils ont des parents. Et ces parents, des fois, on vient toucher quelque chose de très intime en termes de culture, en termes de construction sociale. Et les enfants peuvent se retrouver, on leur amène nos belles idées et confrontés à une famille
qui va être complètement en désaccord. Et voilà, je me dis comment on accompagne les familles sans faire violence, sans rentrer dans leur intimité voilà, brusquement, sans faire du mal à leur culture en fait. Alors, rapidement, le regard du psychologue communautaire par rapport à votre question, et ça rebondira un petit peu sur ta question aussi, Marie-Christine, tout à l'heure. En fait, pour moi, évidemment, il y a d'autres ingrédients, mais il y a un ingrédient important dans la dimension communautaire, c'est ce qu'on appelle le trépied communautaire. Le trépied communautaire, c'est quoi? C'est les personnes à qui on s'adresse, les personnes qui les accompagnent dans un cadre professionnel et les personnes qui vivent avec eux au quotidien. Autrement dit, si on n'a pas simultanément, dans un même projet, dans une même formation, les enfants, les adolescents, les professionnels et les parents, il nous manque un trépied, le tabouret se casse la figure. Et pour moi, c'est ce que je constate dans tous les programmes sentinelles et référents qu'on a pu accompagner là, depuis presque 2 décennies. Je vous redis au passage, mais on est sur 12 rectorats et on est largement financé, donc ça peut être gratuit pour les écoles, les collèges et les lycées qui rentrent dans le dispositif avec un partenariat avec vous. Je vous le signale parce que voilà, le financement pour un grand nombre de régions françaises, on l'a déjà acquis. Et c'est qu'en fait, les parents, c'est comme ça qu'ils bougent. Les gamins, on court derrière. À chaque fois que ça bloque du côté des adultes et pas toujours du côté des parents. Parce que les parents, ils sont rarement accompagnés aussi par rapport, pas que ces questions-là. Mais quand ils voient justement que les gamins, on crée un cadre communautaire, il faut prendre du temps pour ça, avec des règles du jeu, avec des outils, comme le jeu des loups-garous, par exemple. C'est excellent pour comprendre comment est-ce qu'on arrive à discriminer quelqu'un. En faisant un débriefing après un loup-garou, vous avez tout compris. Et comment les normes s'inscrivent aussi chez des gens bien pensants qui pensent que nous, on n'est pas comme les autres. Finalement, dans le loup-garou, on fait comme les autres. Et quand les parents voient que les gamins ont un espace pour pouvoir exprimer collectivement qui ils sont, et que les professionnels sont quelque part autant en difficulté que les parents, on se rejoint. Parce que souvent, le clivage, il est entre professionnels et parents, je trouve. C'est les gamins qui font la médiation. Voilà, donc c'est dit rapidement, mais pour moi, sans ce trépied-là, je ne sais pas faire du communautaire.